Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Bonsoir à tous, chers amis. Les vraies voix qui font bouger la France vous accompagnent jusqu'à 20h. À partir de 19h30, comme tous les soirs ou presque, vous retrouverez Stéphane Soumier. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est à retrouver sur Sud Radio et sur Bismart. Mais pour l'heure, place aux voix de la politique. Ce soir, nous sommes avec Philippe Bilger. Une fois n'est pas coutume. Bonsoir à vous, mon cher Philippe. Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Vraie voix honoraire, on peut dire aussi sur Sud Radio. Nous sommes également... Honorable, j'espère, Jean-Marie. On verra si vous êtes honoré. Je vais essayer de le démontrer face à Nicolas. Il vous reste une demi-heure. Le progressisme incarné. Voilà, il vous reste une demi-heure pour nous convaincre, mon cher Philippe. Vous l'avez dit, nous sommes aussi avec Nicolas Corato. Bonsoir à vous, Nicolas. Bonsoir à tous. Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre qui vient de paraître, Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence. C'est publié chez Iridium Documents. Au programme ce soir, nous allons parler de la laïcité. La France avait-elle reculé sur le front de la laïcité? C'est ce que sous-entend une tribune signée par plusieurs dizaines de personnalités comme Elisabeth Badinter, Marcel Gauchet, Caroline Fourest, Richard Malka justement, qui appellent le gouvernement et le président de la République à porter plus haut l'idéal laïque. On en parle tout de suite. Il faut porter haut l'idéal laïque. Il faut cesser de reculer. C'est en substance cette tribune signée par de nombreuses personnalités. C'était dans le journal du dimanche. Une personne notamment et un organisme qui semble plus précisément être dans le viseur de cette tribune, c'est l'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco et dont le rapporteur général Nicolas Cadenne est sous le feu des critiques. Il a répondu d'ailleurs aux critiques qu'il a reçues depuis une semaine de manière assez incessante. Auparavant, j'aimerais qu'on pose cette question un peu plus générale. Nicolas Corato, est-ce que la France avait reculé sur la laïcité ? C'est un sujet compliqué. Ça dépend ce qu'on met derrière la laïcité. Si la laïcité, et c'est la définition que n'en donne pas la loi 1905, qui, je le rappelle, ne cite pas le mot laïcité. Mais si la laïcité, c'est la liberté de conscience, alors je ne peux pas considérer que la France a régressé sur la laïcité. Si la laïcité, c'est la liberté de conscience qui va jusqu'à la liberté de ne pas croire, et c'est bien ça aussi la laïcité, et cette liberté de ne pas croire protégée par l'État et garantie par l'État, alors oui, on peut se demander si dans certains territoires de la République, dans certains lieux, dans certaines communautés, cette liberté de ne pas croire n'a pas régressé. Mais vous voyez, je pense, pour moi, la laïcité, c'est pas une contrainte. La laïcité, c'est pas une obligation. La laïcité, c'est pas une assignation qui est donnée aux citoyens. C'est une garantie qui est donnée par l'État et qui s'impose à l'État. Et moi, là où la laïcité perd du terrain, c'est quand elle devient un argument de contrainte, quelque chose qu'on impose. Il y a deux poids, deux mesures dans ce pays. Soit on autorise toutes les religions, et ça, c'est la laïcité. Et l'État garantit la liberté des cultes. Sauf quand une des interprétations d'une des religions veut s'imposer aux autres. Avec des limites qui sont l'ordre public, mais la laïcité, c'est bien la garantie par l'État de la liberté de conscience pleine et entière de nos concitoyens qui ont le droit de croire ce qu'ils veulent et qui ont le droit de ne pas croire. Si la laïcité, c'est une liberté, alors à ce moment-là, on n'assigne pas la laïcité comme une limite à la liberté de nos concitoyens. Et je pense qu'en fait, pour répondre à votre question, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs définitions de la laïcité. En tout cas, il y a plusieurs instrumentalisations de la laïcité qui se font jour depuis plusieurs années dans ce pays et qui expliquent peut-être la polémique très idéologique à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est aussi l'avantage de commencer par des questions de définition et plus générales. Philippe Bilger, d'abord, pour vous, c'est quoi la laïcité ? D'abord, vraiment, et je ne le dis pas pour le débat, j'en ai un peu assez d'entendre parler tout le temps de laïcité. Je veux dire, et heureusement que Nicolas est là, j'avais tendance à dire que la laïcité, c'était le droit de croire, de ne pas croire, et une forme de respect républicain pour ceux qui croyaient, pour ceux qui ne croyaient pas. Alors, je me demande aussi si dans ces derniers moments, à la suite de l'assassinat véritablement de vendredi dernier de ce professeur très remarquable, je me demande si on fait suffisamment comprendre à ceux qui nous attaquent que
En ce qui me concerne, par exemple, je peux considérer que lorsqu'on traîne le Christ dans la boue, je pense à un chanteur minable de France Inter, par exemple, je suis choqué, je suis offensé, mais que la grande différence avec l'islamisme, pour ne parler que de lui, c'est que non seulement je n'exige la mort de personne, mais que je considère que c'est une liberté que on me permette d'être blessé, et que tout de même la France puisse entendre ce genre de choses. Donc si je vais plus loin et si j'essaye de filer un peu votre raisonnement, vous comprenez, même si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, que beaucoup de musulmans, y compris dans des pays musulmans, on vient de parler du boycott contre les produits français, eh bien, soient choqués par la publication des caricatures ? Choqué, non. Je comprends qu'un musulman, par exemple, lorsqu'il voit les fesses de Mahomet, je sais plus... C'était un dessin de Charb, effectivement. Bon, eh bien, il est tout à fait normal qu'il puisse être blessé, de la même manière que j'en avais assez à une certaine époque de voir le pape traîner dans la boue. Mais ça s'arrête là. Mais je crois qu'on aurait intérêt à bien expliquer ça et à pas laisser croire systématiquement qu'une forme de dérision à l'égard de la religion était le nec plus ultra de la démocratie. On pourrait d'ailleurs rappeler une chose qui a été assez souvent oubliée au début des années 2000, juste après ou juste avant la loi sur le port du voile à l'école, qui n'était pas que sur le port du voile, mais qui visait le voile. Il y avait une proposition de loi qui avait été rejetée du député UMP de l'époque, Éric Raoult, qui appelait justement à mettre un terme à la banalisation, je cite, du blasphème religieux, notamment par voie de caricature. C'était pas aller au-delà, mais je rappelle effectivement que le blasphème n'est plus un délit en France depuis longtemps et depuis seulement quelques années en Alsace et en Moselle. Je dis seulement quelques années justement parce que ça a été une des demandes de l'Observatoire de la laïcité, revenir sur ce délit de blasphème qui existait encore dans les textes, sans être appliqué en Alsace et en Moselle. L'Observatoire de la laïcité, il est très critiqué. Son rapporteur général s'appelle Nicolas Cadenne. C'est la bête noire de beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, un article indiscret du Point avait laissé entendre que le gouvernement songeait à le limoger avant la fin de son mandat. Et c'est probablement lui aussi qui est visé par cette tribune de personnalité dans le journal du dimanche. On va rappeler une chose aussi, l'Observatoire de la laïcité dépend du Premier ministre en France. Quel est son rôle, Nicolas Corato, précisément ? Alors, c'est la bonne question, parce que le rôle de l'Observatoire de la laïcité, il a donné lieu à beaucoup de débats ces dernières années. L'Observatoire de la laïcité, il est là normalement pour recenser les actions qui portent atteinte à la laïcité sur le territoire, recenser aussi les bonnes pratiques, les problématiques qui peuvent se poser et conseiller le gouvernement sur les actions à mettre en œuvre. Et vous avez raison de rappeler que ça n'est pas une autorité indépendante. C'est un service qui fait partie du gouvernement et qui est sous la tutelle du Premier ministre. La difficulté de l'Observatoire de la laïcité, et moi je ne veux pas rentrer dans la polémique idéologique et à court terme et au rabais que j'ai lu notamment dans le journal du dimanche. D'abord, tribune qui s'en prend à l'Observatoire de la laïcité sans jamais le citer. Ils expliquent précisément ceux qui ont fait leur temps et dont l'esprit et les objectifs, l'organisation de travaux ne correspondent plus aux ambitions nouvelles. Ceux-là se sont écartés de la défense de la laïcité. Très bien. Dans quel pays vit-on où on n'ose même plus s'adresser directement aux gens? Nous on le dit, on est sur Sud Radio, parlons vrai. Voilà, donc on parle vrai. Cette tribune est contre l'Observatoire de la laïcité. L'Observatoire de la laïcité, je pense, pour moi le problème il n'est pas idéologique et je pense que son rôle c'était de rappeler, même si ça ne plaît pas aux gens qui ont une autre interprétation de la laïcité, que la laïcité selon la loi c'est d'abord la liberté de conscience. Alors c'est vrai, c'est pas une arme la laïcité contre l'islamisme ou contre l'islam. Eh bien il faut le dire. C'est une valeur qui nous est propre et qui fait aussi que effectivement, comme le disait Philippe, oui, quand je suis musulman en France, j'ai le droit d'être choqué par les caricatures de Charlie Hebdo et en plus j'ai le droit de le dire et j'ai le droit de le dire publiquement. Et ça ne me fait pas de moi quelqu'un qui est contre laïque. Tout comme, quand je suis un catholique, j'ai le droit d'être choqué par tel ou tel film ou telle caricature. Tout comme, quand je suis, y compris de tradition judaïque, j'ai le droit d'être choqué par la réédition de certains pamphlets de Louis-Ferdinand Céline. Et dans ce cas-là, comment on fait pour faire reculer les dérives qui sont très nombreuses, qui ont été documentées, notamment par l'ancien préfet Aubin, pour faire reculer ces pressions religieuses, y compris dans le cadre de l'école, y compris dans certains services publics,
République ou dans certains quartiers. Pour moi, je pense qu'on se trompe effectivement d'objets et d'instruments. Ces attaques ne sont pas des attaques contre la laïcité. Ces attaques sont des attaques contre la République. Et moi, je pense qu'il faut distinguer les deux notions. La notion républicaine, c'est quoi la République? C'est ce qui nous est commun est plus fort que ce qui nous est singulier. C'est ça la République. Et j'ai pas besoin de passer par la laïcité, qui est encore une fois une obligation qui s'impose à l'État et pas aux citoyens, pour lutter contre l'islamisme radical. Effectivement, il faut nommer un ennemi, l'islamisme radical, mais les moyens, ils sont républicains. Si vous contournez... Quel moyen dans ce cas-là? Non, mais si vous détournez la laïcité, à quoi vous allez... Moi, quand j'entends quelqu'un comme Elisabeth Lévy, aujourd'hui, expliquer qu'il fallait que les femmes musulmanes retirent leur voile en signe de solidarité avec la nation, mais enfin, pardon, c'est pas la République, ça. On va pas quand même assigner des femmes, parce qu'elles ont une religion et des signes religieux que la loi les autorise de porter, de faire cette manifestation de soutien. On ne va pas soumettre des gens qui ont une foi qui est tout à fait respectable, parce qu'ils sont dans la vie de républicaine. La question, c'est comment est-ce qu'on défend la République par rapport aux attaques ignobles de l'islamisme radical? C'est ça la question. Et sur ce sujet-là, ce qui a manqué à l'Observatoire de la laïcité, d'une certaine manière, à partir de 2015, c'est peut-être de clarifier ses missions. Et je pense qu'il a manqué en 2015 un organisme d'État au gouvernement qui soit en charge de rétablir le discours républicain partout où il avait régressé. Et qu'en mettant l'Observatoire de la laïcité en avant, finalement, on s'est trompé d'instrument. C'est pas la laïcité qui était en cause. La laïcité, elle pose beaucoup de questions et la France est atypique dans le monde. Mais c'est surtout la manière dont on défend notre République. Et la laïcité n'est qu'un instrument parmi d'autres. Encore une fois, la laïcité ne s'impose qu'à l'État. Je finis et je laisse Philippe Bilger. Non, mais... Moi, je suis scandalisé par certaines prises de position et je sais qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire. Quand j'entends le printemps républicain et Manuel Valls tomber à bras raccourcis sur l'Observatoire de la laïcité. Je voudrais rappeler à Manuel Valls que son premier acte, un de ses premiers déplacements en tant que Premier ministre de cette République, ça a été d'aller inaugurer la mosquée de Cergy-Pontoise, qui avait été financée en partie grâce à des fonds publics via une association cultuelle. Donc, moi, j'ai pas l'impression que l'Observatoire de la laïcité est dérivé autant que certains hommes politiques dans le communautarisme. Philippe Bilger. Alors, Nicolas, encore une fois, je pose ces questions avec prudence. L'Observatoire de la laïcité, si j'ai bien compris, en écoutant certaines déclarations de Jean-Loup Bianco, a été très contesté parce qu'il ne semblait se préoccuper, en gros, que de l'islamophobie. Premier point. Le deuxième, je veux dire, est-ce qu'au fond, quand vous discutez le point de vue d'Elisabeth Lévy et d'autres, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que le sort spécial qu'on estime devoir faire à une religion par exemple, qui, avec le port du voile, laisse présumer qu'il y a derrière un dessein politique. Au fond, j'ai bien conscience qu'en disant cela, je crée peut-être une confusion entre les personnes de bonne foi et celles qui veulent porter le dessein politique, mais est-ce que, au fond, des gens comme Elisabeth Lévy ne sont pas fondés à croire que derrière cela, il n'y a pas une foi sincère, mais tout simplement une volonté de mainmise. Une volonté de mainmise politique, en tout cas la réponse dans quelques instants de Nicolas Corato avec les vraies voix qui font bouger la France. Un petit peu de suspense, chers amis. On est toujours avec Philippe Bilger et avec Nicolas Corato. Est-ce que la France avait reculé sur le front de la laïcité ou sur, en tout cas, le front que lui oppose l'islamisme radical, puisqu'on peut aussi utiliser les mots en ces termes. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Ce sont les voix de la politique. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique, ce lundi soir avec Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Vraie Voix Sud Radio, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre Grande plaidoirie, Grand procès, l'art de l'éloquence. C'est publié chez Heredium Documents. La France avait-elle reculé sur le front de la laïcité? Alors de quoi parle-t-on? Effectivement, quelle est la définition? On l'a entendu, on peut avoir 36 000 définitions différentes en France de la laïcité.
fait. Alors parlons plutôt du sujet qui fait qu'on parle de laïcité en France depuis quelques années, c'est-à-dire l'islam. Comment la France doit-elle se comporter avec l'islam? C'est-à-dire, doit-elle reconnaître l'existence de l'islam ou doit-elle au contraire faire comme si elle ne reconnaissait aucun culte, comme stipule d'ailleurs la loi de séparation entre l'Église et l'État? Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi, Nicolas Corato? C'est un sujet là aussi très compliqué. La loi de 1905, elle a été créée essentiellement pour répondre à un fait politique qui était comment on sépare, parce que c'est une loi de séparation de l'Église, des églises et de l'État, comment on sépare une religion très largement majoritaire et historique, à l'époque, et qui avait contribué à la formation du pouvoir, qui a exercé le pouvoir d'une certaine manière, on peut le dire, pendant des siècles dans ce pays, et comment on la sépare de l'État dit moderne, émancipé de cette force religieuse. Est-ce qu'il y a un problème avec l'islam en France? Oui, il y a un problème avec l'islam en France. Il y a un problème qui est lié d'abord au fait que cette religion est apparue bien après qu'on ait réglé cette situation avec notamment la religion catholique et les autres religions. Que cette religion a fait irruption massivement avec un fait social qui est en grande partie la décolonisation et les phases d'immigration qui ont suivi. Et c'est un fait historique, donc c'est un fait historique, mais c'est aussi un fait historique qu'on n'a jamais complètement traité, soigné, analysé, et on n'a pas fait en France le travail de mémoire et d'histoire qu'ont fait d'autres pays qui ont été confrontés à des faits aussi importants que... C'est-à-dire la décolonisation, on l'étudie en longueur quand même au lycée. Écoutez, je sais pas. Moi, par exemple, je vois pas énormément de littérature, ni de filmographie, ni de séries sur Netflix sur la guerre d'Algérie. J'en vois beaucoup sur la guerre du Vietnam. Je veux pas comparer les deux, mais je remarque qu'en France... C'est pas la même industrie cinématographique, non, par exemple. mais je remarque qu'en France, par exemple, la guerre d'Algérie, qui est certes dans les manuels d'histoire, n'est pas encore complètement enseignée. Et quand vous interrogez des Français sur les guerres d'Algérie, je suis pas sûr que ce soit une période de l'histoire de France qui soit très claire dans l'esprit de nos contemporains. Ou alors ils s'engueulent. Bon. Donc on n'a pas traité tout ça, et arrive là-dessus ce fait nouveau qui est le radicalisme islamique, l'islam idéologique, le terrorisme, que moi je ne mets pas nécessairement dans le même panier, parce que quand on est prosélyte, quand on est prédicateur, on a plutôt intérêt à ce que les choses se passent bien, et que le terrorisme, ça vient pas nécessairement arranger ses affaires. Donc on a une forme de bataille idéologique à mener contre une forme d'islam radical qui met en cause les valeurs républicaines. Et c'est ça le sujet aujourd'hui qu'on a avec l'islam. Mais l'islam, c'est pas uniquement ces radicaux, c'est aussi des millions de Français et de non-Français qui vivent sur notre territoire et qui vivent pacifiquement leur religion. Et du coup, qu'est-ce qu'on permet? Mais qui la vivent mal aussi. Mais qui la vivent mal aussi, parce que quand vous regardez l'histoire de la mosquée de Pantin qu'on a fermée, des mosquées qui... De quoi on se rend compte, c'est que comme il n'y a pas d'organisation, comme cette religion n'a pas de clergé, qu'on n'a pas de représentants en face, eh bien, elle se développe de manière quasi clandestine. J'exagère, mais un peu clandestine. Et quand vous êtes un croyant normal, je dirais, qui simplement veut vivre sa foi, comment vous allez vous rencontrer avec finalement des tenants des lieux de culte qui sont de plus en plus radicaux, qui ont des prêches qui sont anti-républicains. Bref, comment on fait pour protéger, moi c'est mon sujet, les musulmans de France qui sont des musulmans républicains et qui sont, encore une fois, à mon sens, aujourd'hui majoritaire. Alors vous disiez qu'il n'y avait pas... l'islam, tout de même, Nicolas, moi je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais est-ce qu'il n'est pas par nature une sorte de structure non seulement religieuse, politique, juridique, et qu'au fond, lorsqu'on est même un croyant de bonne foi en ce qui concerne l'islam, est-ce qu'on n'adhère pas à un corpus plus large qui représente un certain substitut à l'État? Alors, oui, Philippe, c'est vrai que le Coran est un livre aussi de conquête. Et l'histoire de l'islam est une histoire de conquête. Mais regardez le Nouveau Testament, il y a dans les paroles du Christ des paroles qui mélangent le temporel et le spirituel. Quand le Christ nous dit « mon royaume n'est pas de cette terre », et en gros, les choses de la terre par rapport... On est... Et il y avait un corpus politique et idéologique dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament encore plus, que vous retrouvez dans le Coran. Je pense que les religions monothéistes, elles ont une vocation à la conquête du pouvoir temporel. Et ça a été de tout temps. Alors après, il y a des phases dans l'histoire. La religion catholique n'a peut-être plus cette vocation. La religion musulmane, elle l'a aujourd'hui parce qu'il y a un choc aussi des blocs, il y a aussi un choc des civilisations, il y a un choc des continents qui fait que voilà, on a Donc, il faut un moment qu'on trouve un système pour faire vivre pacifiquement
et reconnaître aussi les droits des croyants musulmans dans ce pays. Philippe Bilger. Oui, une ligne de crête assez difficile à arpenter. Simplement, aujourd'hui, je veux dire, dans l'islamisme tel que on le conteste, il y a une volonté de faire disparaître ceux qui ne croient pas comme lui, quoi. C'est peut-être ça le grand problème. Et donc, je me demande si artificiellement, on ne fait pas une sorte de corrélation entre l'islam, le judaïsme et le christianisme, ces deux religions ne posant aucun problème. Et si par ailleurs, mais là ça nous entraîne trop loin, Nicolas, je me demande si cette séparation entre la religion dans la sphère intime et la religion qui ne doit jamais inspirer l'action publique n'est pas difficile à mettre en œuvre, parce que je ne verrai pour ma part aucun inconvénient à ce qu'un homme politique se disant catholique dise en même temps, mais je vais chercher à inspirer mon action politique par mes convictions religieuses. Le courant de la démocratie chrétienne a été un des courants politiques les plus importants de l'Europe pendant tout le XXe siècle. Merci à tous les deux. Vous parliez des représentants. Effectivement, il n'y a pas de clergé en islam. Il y a quand même quelques structures reconnues, notamment par l'État. Je parlerai du Conseil français du culte musulman, qui aujourd'hui vient d'exhorter les musulmans français, les Français musulmans, à, je cite, défendre l'intérêt du pays face à la campagne de boycott qui vise la France un peu partout dans le monde arabo-musulman. Merci à tous les deux d'être intervenus dans les voies de la politique sur Sud Radio. Philippe Bilger, magistrat honoraire. Nicolas Corato, je rappelle votre ouvrage, allez, une dernière fois. Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence. Iridium Document, ça vient de paraître. Merci à tous les deux. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans quelques instants. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.